Bonjour à tous, bienvenue donc pour ce workshop Artlantis 6. On va aborder donc dans ce workshop toute la partie technique du logiciel. Donc on va regarder ça au travers de plusieurs parties de l'interface et on va essayer d'aller d'inspecteur en inspecteur. Donc on va commencer par l'inspecteur des perspectives, on continuera avec la partie héliodon, les lumières, les objets et les shaders. On va pas regarder tous les outils, c'est pas le but de ce workshop. Le but ici, c'est de vraiment voir qu'est-ce qui peut impacter les temps de calcul et les performances du moteur en rendu final et aussi éventuellement en temps réel. Donc, première étape pour ça, on va commencer donc par parler des paramètres de rendu. Les paramètres de rendu, ça va être vraiment le tout début en fait de ce moteur-là, de comment gérer en fait cette nouvelle version d'Artlantis. C'est vrai qu'on a changé tout le moteur. Donc ce moteur-là, donc vous allez retrouver toutes ces options ici dans les paramètres de rendu. Donc on va essayer un petit peu de parser toutes ces options une à une, toutes les choses qui sont très importantes. Je rappelle encore une fois pour les gens qui sont débutants, bien sûr, il y a tous les réglages en fait rapides ici qui vont vous permettre d'aller régler éventuellement toutes les données du moteur. Mais on peut le faire manuellement quand on est plus typé expert et qu'on commence vraiment à bien appréhender un petit peu donc la question des réglages de ce moteur-là. Alors c'est un moteur d'Irradiance Cache, on y reviendra juste après. Par défaut ici, on va commencer par la première partie, on va commencer par parler de l'anti-aliasing. Donc l'anti-aliasing, c'est ce qui va vous permettre ici d'aller lisser l'effet d'escalier qu'on peut retrouver ici sur les bordures, donc sur le rendu 3D. Donc pour ça, dans les options de rendu, vous avez deux réglages, TOFIX 3x3, TOFIX 4x4. Donc on va regarder un petit peu ce que c'est. TOFIX 3x3, en gros ça va vous donner ça. Donc vous voyez qu'ici on voit les pixels, donc c'est le même rendu en fait que j'ai zoomé sur une partie ici centrale. Ici on va voir donc 3x3 des pixels et quand on va basculer en 4x4 on va voir que c'est légèrement différent. En fait ce qu'on peut constater sur l'anti-aliasing 4x4, vous allez pouvoir constater qu'en fait c'est beaucoup plus lissé et qu'on va avoir quand on zoome très fort beaucoup plus de subtilité dans les pixels. Ici c'est un peu plus abrupt. On a, vous voyez, la chose qui se répète ici sur cette ligne diagonale. Sur la 4x4, vous allez voir qu'ici, on a une sorte de petit flou qui va se créer. Alors bien sûr, là, c'est zoomé énormément. Quand vous allez être sur le rendu donc en taille réelle, ça va vous donner vraiment un aspect de lissage bien plus prononcé. Alors techniquement, qu'est-ce qui se passe? Sur l'anti-aliasing 3x3, qui est celui-ci, quand on va analyser un pixel, en fait, quand le moteur va calculer un pixel, il va analyser les 9 pixels autour. Donc il va analyser 9 pixels, 9 données en fait autour de ce pixel-là pour voir qu'est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a un ton clair? Est-ce qu'il y a un ton foncé sur les pixels aux alentours? Et est-ce que je vais devoir lisser entre ces deux zones-là? Quand vous allez avoir une couleur foncée à côté d'une couleur claire, c'est là où l'anti-aliasing en fait va être le plus important parce que c'est là où on va voir le plus vraiment donc sur les forts contrastes les effets d'escalier. Et c'est là où effectivement le 4x4 il est intéressant, c'est que lui en fait il va analyser 16 pixels, 4x4, tout simplement. Donc il va analyser 16 pixels en fait, 16 données en fait autour du pixel calculé, et c'est ce qui va permettre en fait d'avoir beaucoup plus de subtilité ici en fait dans les calculs d'anti-aliasing. Donc très simplement déjà pour commencer, pour parler performance, quand vous allez lancer un calcul en 3x1, un 3x3 et un calcul en 4x4, vous n'aurez pas en fait de différence numérique précise. Ça veut dire qu'en gros, un calcul qui prendra, je sais pas, 20 minutes avec un anti-aliasing fixé en 3x3, si vous le relancez en 4x4, c'est pas parce que je vous dis par exemple ça va prendre 30% de temps de plus que ça va prendre tout le temps 30% de temps en plus. En fait, l'anti-aliasing il est un peu adaptatif, ça veut dire qu'en gros il va s'adapter en fonction des zones de l'image. Donc il y a certaines zones qui vont demander plus de travail, d'autres qui vont demander un petit peu moins de travail. Donc dans le cas éventuellement d'un anti-aliasing 4x4, en général, on peut estimer la différence de temps de rendu entre 10 et 30% en plus. Okay, seulement, il faut bien penser à une chose. Quand vous utilisez l'anti-aliasing 3x3, il est déjà plus performant que l'anti-aliasing qu'on avait en valeur élevée dans l'ancienne version d'Artlantis, donc dans la version 5. Donc l'anti-aliasing 3x3 est l'anti-aliasing par défaut. L'anti-aliasing 4x4, il va servir à quoi? Il va servir en fait à aller chercher des petits détails dans vos scènes, dans vos rendus, quand vous avez besoin de précision. Typiquement, vous avez un lampadaire, un lustre par exemple qui est pendant, donc une lampe pendante au plafond. Vous avez un câble qui va suspendre cette lampe. Donc ce lustre-là qui est suspendu par ce câble-là, quand vous allez le calculer en 3x3, vous allez certainement voir le câble, mais peut-être des fois, dans certains cas, dans certains rendus, effectivement, il va peut-être vous manquer un pixel du câble. C'est parce qu'en fait, l'anti-aliasing, il n'aura pas été cherché au bon endroit, il n'aura pas bien analysé comme il fallait en fait les données autour. Le câble est tellement fin sur le rendu qu'effectivement, il faudra pousser un petit peu. C'est dans ce cas-là précis qu'il faudra le 4x4. On reparlera un petit peu de l'anti-aliasing tout à l'heure dans d'autres cas où il peut éventuellement être utile, mais vous allez voir finalement, le 3x3, moi c'est mon premier conseil sur ce moteur-là, le 3x3 est utilisable à 98% des cas des rendus. Vous ne verrez pas de différence vraiment
entre le 3x3 et le 4x4. Donc le 4x4 est réservé à des cas bien spécifiques, là où on a besoin d'aller chercher vraiment du détail très très fin sur les rendus. Le 3x3 sera de qualité très très correcte, comme on peut le voir ici. Là, c'est vraiment un rendu donc en Full HD en plein écran. On a vraiment donc ici une diagonale qui est vraiment très très bien lissée. Okay, donc premier conseil, le 3x3 en basique, quoi qu'il arrive sur tous les rendus. Ensuite, je reviens ici sur Arclantis. La deuxième chose qu'on va aborder, c'est la partie précision. Et là, on va vraiment rentrer donc dans la partie technique de ce moteur-là. Alors, la précision, c'est quoi? Encore une fois, je vous remontre. Ici, dans les réglages, vous allez avoir donc la partie qu'on appelle illumination globale. Ça, en fait, c'est les réglages qui vont concerner l'irradiance cache, qui va se calculer pour calculer en fait un petit peu l'éclairage de la scène. En gros, dans les anciennes versions d'Arclantis, on fonctionnait donc en ce qu'on appelle en radiosité. Aujourd'hui, on fonctionne en irradiance cache, ce qui est un standard aujourd'hui courant sur le marché des moteurs de rendu. Donc on s'est adapté, c'est pour ça qu'aujourd'hui la version 6 vous permet d'avoir une très très bonne qualité. Et effectivement après au niveau des réglages c'est un petit peu différent. Donc vous allez retrouver trois réglages, la précision, l'hémisphère et l'interpolation. Donc la précision, ça va être un paramètre un petit peu particulier et à chaque fois vous allez voir chaque paramètre va de 1 à 5. Donc chaque paramètre va de 1 à 5 et vous allez voir qu'il y a de nettes différences entre chaque étape. Donc pour la précision, pour commencer. Si je vous montre donc ce rendu déjà donc qui a été calculé en précision à 1. Précision à 1, donc ici j'ai une scène qui est plutôt correcte, j'ai un rendu qui est plutôt sympa et ça rend pas mal. Si je passe à 5, qu'est-ce qui va se passer? En fait, quand vous allez de 1 à 5, vous allez voir qu'au tout début du rendu, il y a une petite passe d'irradiance cache qui va se calculer et qui va s'afficher sous cette forme-là. Donc quand vous lancez le calcul, vous allez avoir ça à l'écran. Alors qu'est-ce que ça signifie? Quand vous allez faire une passe, en fait, le moteur il va lancer des rayons et vous allez voir que les petits points blancs là, ça correspond à des impacts dans la scène. Donc il va lancer des rayons, vous allez avoir des impacts qui vont calculer en fait des zones avec des valeurs énergétiques. Et ces zones avec les valeurs d'énergie en fait vont être retranscrites ensuite donc en lumière réaliste sur le rendu final. Quand vous allez faire une passe, Arclantis donc il va aller en précision à 1, il va faire une passe et il lance donc une passe de rayon. Quand vous allez à 2, 3, 4, 5, il va en faire plusieurs. Donc quand vous allez avoir 5, vous allez avoir 5 passes de suite qui vont s'enchaîner. Et donc là, par exemple ici c'est un exemple à l'écran qui a été calculé sur 5 passes. Bah, vous allez voir qu'effectivement 5 passes, ça me permet d'aller chercher vraiment beaucoup plus de précision. Vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus d'impact en fait sur tous les petits détails, tous les angles de la géométrie. Okay, et sur les grandes zones, sur les grands aplats, il n'y a pas besoin d'aller lancer beaucoup d'impact. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de l'irradiance cache, c'est que ça va vous apporter par rapport à l'ancien moteur d'Arclantis une meilleure précision, un meilleur piqué dans les détails en fait du rendu. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ici, donc, voilà le rendu en précision à 5. Vous allez me dire, mais quelle est la différence visuelle entre le rendu qu'on avait tout à l'heure à 1 et celui-ci à 5? C'est vrai que quand je vous montre les deux comme ça, un petit peu séparés, vous voyez que c'est le même rendu, c'est la même caméra, il n'y a pas de souci. Par contre, vous ne discernez pas les détails. Ça veut dire qu'effectivement, si je reviens ici, la précision à 1 m'offre déjà une bonne qualité de rendu, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, on va voir quand on regarde dans le détail, il va y avoir une nette différence. Alors, précision à 1, vous allez avoir déjà en termes de temps de calcul, une image ici en Full HD qui s'est calculée sur mon portable en 9 minutes et 7 secondes. 9 minutes et 7 secondes, effectivement, la qualité me paraît pas mal. Avant de basculer sur l'image A5, je vais vous demander de regarder un petit peu cette partie ici du fauteuil qui est vraiment intéressante. Vous voyez qu'effectivement ici, si j'ai des sortes de contrastes, des zones d'ombre et des zones d'éclairage, ça rend plutôt pas mal, on voit bien le relief. Ben, quand je vais passer à 5, vous allez voir que finalement, l'ancienne version, la précision à 1 n'est pas du tout précise par rapport à la précision à 5. La précision à 5 va me permettre d'aller chercher vraiment toutes les petites ondes dans toutes les petites rainures, les petits plis en fait du canapé du tissu. C'est ça l'avantage de la précision. Quand vous allez l'augmenter, vous allez donc aller augmenter aussi le niveau de détail de l'éclairage. Ça veut dire que les grandes zones, globalement, ne vont pas changer. Donc vous allez avoir globalement le même éclairage, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, on va aller chercher beaucoup plus précisément dans les détails. Il y a plein de petites choses qui vont apparaître comme ça. Pareil, les petites rainures ici, vous voyez qu'on a des tiroirs ici sur la bibliothèque. Bah, sur la base ici, là, je vais bien avoir l'ombre. Quand je retombe ici sur la précision à 1, vous allez voir qu'ici, on va avoir par exemple une lumière, ce qui n'est pas tout à fait logique. Elle choque pas quand on regarde la précision à 1. C'est pour ça que souvent je dis quand vous mettez les réglages du moteur en basique, c'est pas forcément mauvais. Ça sera déjà des belles images, mais c'est vrai que quand on va chercher un peu plus loin, quand on a besoin de plus de précision, ben on va pouvoir effectivement aller chercher tous les petits détails en fait dans la scène. Donc la précision à 1, la précision à 5. Vous voyez qu'ici en augmentant la précision, je passe à 12 minutes 01 contre 9 minutes 07. Donc pareil,
Entre 1 et 5, on va avoir un écart de rendu, un écart de temps de rendu qui va être quand même de 3 minutes ici. Sur une image qui est globalement pas non plus énormissime, comme du Full HD. Si je passe en format beaucoup plus grand, effectivement, bah, l'écart, lui, il est proportionnel, donc ça va s'agrandir aussi. Donc 9 minutes, 12 minutes. Okay, c'est aussi dépendant de ce qui se trouve dans la scène. Plus vous avez de détails dans la scène, plus vous allez mettre effectivement la précision élevée, plus ça va prendre de temps de calcul. Si effectivement on est sur une scène très basique, avec des volumes très basiques, passer de la précision 1 à la précision à 5, vous allez voir que finalement l'écart, en fait, ben, il ne sera pas énormissime en termes de temps de calcul parce qu'il n'y aura pas beaucoup de détails à aller chercher. Donc c'est vraiment en fait la précision à 5, quand vous allez avoir beaucoup de détails, que ça va augmenter un petit peu le temps de calcul. Mais finalement, ce n'est pas le paramètre le plus impactant sur le temps de calcul. On verra tout à l'heure des paramètres qui sont beaucoup plus impactants. Notamment, donc ici, si on regarde dans le détail aussi, la précision, ce qui peut être intéressant, c'est de voir un petit peu ce que ça va apporter. Donc on va regarder maintenant, en passant de 1 à 5, graduellement, ce que ça donne. Donc là, sur cette scène-là, je me suis passé donc en maquette blanche, au niveau du moteur, et je vais regarder un petit peu dans les détails ce que ça va impacter d'augmenter le niveau de précision. Donc là, je suis en niveau 1. On peut regarder effectivement ici le lampadaire là, à la base ici j'ai une petite raie de lumière, ce qui n'est pas forcément tout à fait logique. Là je vais pas avoir la petite ombre aussi pareil en dessous de la bibliothèque. Là ici l'ombre en dessous le canapé elle n'est pas très précise. Pareil ici dans les fans ici du tissu. Donc quand je vais passer à 2, déjà vous allez voir qu'effectivement je vais avoir une petite différence. Notamment ici ça va apparaître sur un gros détail entre guillemets, parce que là on va avoir des détails assez fins, mais là c'est un détail un petit peu plus important, c'est vraiment la base du canapé. Je vais aller chercher la petite ombre en fait qui se trouve sous le canapé en précision à 2. Quand vous allez avoir la possibilité de régler en fait manuellement les réglages dans Arclantis, dans ce moteur-là, il y a vraiment un gap de qualité qui va se faire, surtout entre les niveaux 2 et les niveaux 3. Considérez que le niveau 3, qui est le niveau médian, est un niveau qui est de très très bonne qualité déjà. Donc dans la plupart des paramètres, quand vous mettez niveau 3, vous aurez un rendu de bonne qualité. Ça, c'est important à savoir aussi. Donc par exemple, ici, quand je vais basculer en niveau 3, vous allez voir la différence. Hop, voilà. Là, il y a une grosse différence, c'est que effectivement, ici, en dessous, donc à la base du lampadaire, je vais aller calculer en fait ici une petite ombre, alors qu'effectivement au niveau 2, cette ombre-là, je ne l'avais pas. À la base ici, donc au niveau 2, je ne l'avais pas, et donc en niveau 3, ça va me permettre d'aller récupérer cette ombre-là. Donc c'est intéressant en fait, pardon, c'est intéressant donc pour aller chercher vraiment des petites ombres dans les petits recoins. Et bien sûr, après, on vous donne la possibilité, de manière un petit peu élastique, d'aller vraiment vers les niveaux 4 et niveau 5 pour aller chercher encore plus précisément les ombres. Donc niveau 4, pareil, je vais aller donc affiner encore un peu plus les ombres. Je vais avoir beaucoup plus ici de détails ici au niveau, pareil, du canapé, au niveau du tissu qui est sur le canapé. Et l'ombre ici en dessous le canapé est beaucoup plus fine. Et le niveau 5, on passe encore un cap. On voit que vraiment, on va aller chercher les ombres un petit peu partout et on a encore beaucoup plus de précision. Donc vous voyez qu'en fait, graduellement, c'est vraiment un moteur qui va vous permettre d'avoir beaucoup de souplesse au niveau du détail des lumières et des ombres qui sont calculées donc sur votre rendu. Ensuite, on va avoir donc un autre paramètre qui s'appelle le paramètre d'hémisphère. Je vais rester exactement donc sur le même calcul, ici sur la même image. Et donc le paramètre d'hémisphère est le suivant dans la liste. Donc pareil, vous allez avoir un niveau réglable de 1 à 5. Donc on bascule sur l'hémisphère. Alors l'hémisphère, qu'est-ce qu'il va vous apporter? Quand j'ai un hémisphère à 1 ici, donc même image, je me suis réglé au niveau de la précision à 3, histoire de vraiment avoir que l'hémisphère qui impacte un peu tout ça. Donc j'ai un calcul qui se fait en 11 minutes 47. Okay. Si je passe l'hémisphère à 5, voilà ce qui se passe. Donc vous allez dire, effectivement, j'ai l'impression que visuellement, il n'y a pas énormément de différence. Mais en fait, il y en a. Il y en a une majeure, c'est qu'en fait, l'hémisphère va vous permettre d'aller rationaliser un petit peu le calcul des points d'impact. Ça veut dire, si on regarde ici à 1, là j'ai une zone qui est éclairée et j'ai des petites taches qui peuvent apparaître. Quand vous allez augmenter la précision, vous allez potentiellement donc aussi faire apparaître des taches si le calcul est beaucoup plus précis, mais que dans certains cas, il n'a pas tapé au bon endroit. Donc vous allez avoir des écarts d'énergie en fait sur les zones, les aplats en fait du rendu. Donc c'est notamment le cas ici de la bibliothèque. J'ai effectivement des petits points si on le regarde dans le détail. Quand je vais passer à 5, en fait vous allez voir qu'il va lisser un petit peu tous ces détails-là. Il va avoir un impact un peu plus précis. Donc ce qui est intéressant à noter, c'est que quand je suis en hémisphère à 3, voilà ce qui se passe. J'ai un calcul qui se fait, c'est plutôt pas mal, c'est précis comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour la précision. Quand je vais avoir un hémisphère à 5, si on regarde par exemple ici, là, au niveau de la bibliothèque en bas, donc là où il y a les tiroirs, c'est vrai que là, finalement, il y a peu d'impact alors qu'il y a des rainures. Mais quand je vais basculer avec un hémisphère à 5, vous allez voir qu'il va aller trouver beaucoup plus facilement les impacts. Donc en fait, il va mieux répartir
les impacts quand vous allez augmenter l'hémisphère. Okay, donc la précision vous permet d'aller chercher des détails, l'hémisphère permet de calculer un petit peu plus précisément ces détails, histoire d'avoir une meilleure cohérence au niveau du calcul. Donc les deux marchent de pair. Quand vous augmentez la précision, vous augmentez l'hémisphère. Okay, après, on va voir qu'il y a des cas un petit peu particuliers, et notamment la partie interpolation. Donc ici, au niveau du calcul, vous avez quand même une différence aussi, bien sûr. En hémisphère à 1, on va avoir 11 minutes 47, en hémisphère à 5, on va avoir 15 minutes 42. Donc c'est aussi un petit paramètre qui va augmenter le temps de calcul. Okay, alors après, ce n'est pas les paramètres, encore une fois, les plus consommateurs, mais ils prennent du temps de calcul, il faut le savoir. Donc n'hésitez pas, quand vous augmentez vraiment la précision, vous augmentez l'hémisphère pour avoir donc des calculs plus précis au niveau donc, de la précision. Ensuite, on a un paramètre d'interpolation. Donc le troisième paramètre qui est ici. Donc pareil, il va de 1 à 5. Alors l'interpolation, il est un peu particulier parce qu'en fait, il va marcher en sens inverse des deux premiers surtout. Quand vous augmentez la précision et l'hémisphère, vous allez avoir des calculs qui vont être souvent de très bonne qualité. Quand vous avez diminué en fait ces paramètres-là, des fois vous allez avoir des rendus qui peuvent être effectivement altérés au niveau du rendu, au niveau des lumières. Alors, exemple très simple, j'ai pris une scène d'intérieur comme ça, qui est un exemple typique qu'on avait rencontré nous. Voilà une scène avec une interpolation à 1. Donc là, ici, il faut savoir que la précision est à 3 et l'hémisphère est à 3. Okay, donc tout en réglage standard. Si on regarde bien, il y a une chose typique qu'on peut retrouver aujourd'hui chez les utilisateurs débutants avec Arclantis 6, c'est effectivement que sur le rendu, on va avoir des taches. Donc vous voyez, là par exemple, ici, il y a une tache de lumière. Là, il y a des taches de lumière, il y en a un petit peu partout. Pourquoi? En fait, cette scène, elle est complètement dans la nuit. Donc c'est pour ça qu'ici, je suis tout noir. Ensuite, j'ai deux seules lampes qui vont éclairer toute la scène. Ça veut dire qu'en gros, ces ampoules-là, là, qui sont à l'intérieur, vont envoyer de la lumière vers le bas, et cette lumière va rebondir, et elle va donc circuler dans l'espace 3D. Sauf qu'effectivement, vous voyez qu'ici, j'ai un abat-jour. Donc ça va en fait, ici, dans les zones qui sont éclairées en indirect, ça va créer des défauts. Okay, donc ces défauts de calcul, vous allez pouvoir les régler avec l'interpolation. L'interpolation, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vous calculer effectivement donc l'irradiance cache de manière basique, sauf que l'interpolation, lui, ça va lisser en fait les données. Ça veut dire quand il va tomber sur des zones où il y a des forts écarts d'intensité, c'est pour ça que vous allez avoir une tache ici, il y a une tache très claire ici à côté d'une tache qui est sombre, entre guillemets, ben vous allez avoir ici des écarts d'intensité qui sont importants. Et en fait, automatiquement, le moteur, si vous augmentez l'interpolation, il va lisser en fait les données entre ces deux points d'impact-là. Okay, donc ce qui va se passer, c'est quand vous allez basculer avec l'interpolation à 5, vous allez faire disparaître ces tâches-là. Vous voyez qu'à 1, on les voit très nettement, et à 5, on les distingue plus. Voilà. Alors bien sûr, après, il y a un cas très simple pour régler ce problème-là. Quand vous allez rencontrer des tâches, il y a deux solutions. Soit vous augmentez l'interpolation. Dans ces cas-là, effectivement, le moteur, lui, va s'arranger pour lisser un petit peu toutes les données, en conservant les niveaux de détail que vous aviez réglés. Donc vous allez voir qu'effectivement ici, je ne perds pas les ombres dans les petits détails de ma scène, mais je vais lisser les grandes zones. L'autre possibilité, c'est tout simplement d'éclairer plus globalement sa scène. Effectivement, ce genre de cas-là, vous n'allez pas le rencontrer souvent. Vous allez le rencontrer en pleine nuit si vous avez très peu d'éclairage dans la scène. Donc c'est ce qu'on appelle de l'éclairage complexe chez nous. Donc le faible luminosité. Ça ne veut pas dire que l'éclairage ici est de faible puissance, ça veut juste dire qu'effectivement, il y a très peu d'éclairage dans la scène. En termes de quantitatif, je parle. C'est-à-dire qu'effectivement, ici, j'ai deux lampes pour toute ma scène, là où effectivement, si j'avais allumé par exemple les spots au plafond, j'aurais pas du tout eu ces tâches-là. Typiquement, ok. Donc vous avez l'éclairage à la bougie, l'éclairage avec une seule petite lampe qui va éclairer la scène, une lampe de chevet par exemple dans une chambre et ainsi de suite. Dans ces cas-là, vous augmentez l'interpolation. Sinon, vous allez tout simplement aller chercher d'autres lumières. Donc vous allez en rajouter d'autres. Si vous voulez rester la nuit, vous allez tout simplement allumer les autres lumières de la pièce. Voilà. Donc l'interpolation vous permet effectivement d'aller lisser un petit peu tout ça. Le temps de calcul est négligeable, c'est pour ça que je ne l'ai pas marqué. L'interpolation ne coûte pas en temps de calcul énormément. Ensuite, le point crucial au niveau des paramètres du moteur, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. Et en premier lieu, l'échantillonnage des matériaux. Alors ça, je reviens sur Arclantis. Vous allez avoir donc une seconde partie au niveau des réglages du moteur ici qu'on appelle échantillonnage, qui va se distinguer de deux manières. On va avoir la partie matière et la partie de lumière. Alors, la partie matière, en premier lieu, vous allez voir qu'elle est intéressante. Donc je vais mettre ici une partie échantillonnage des matériaux. Donc j'ai positionné, vous voyez, une caméra où je vais avoir ici donc ma bibliothèque, à gauche ici du tissu, j'ai ma lampe, j'ai deux vitres, et là vous voyez qu'effectivement j'ai un parquet qui est réfléchissant. Alors, l'échantillonnage, vous allez le distinguer dans Arclantis 6 avec le bouton en fait, tout simplement qui va vous permettre de réaffiner l'aperçu. Donc ça c'est la première étape. Pour voir en fait l'échantillonnage vraiment de la matière, vous voyez que là en fait il va me faire un flou 2D, il va falloir appuyer sur le bouton ici.
tout en haut là, hop, je clique sur ce bouton-là, et quand je clique sur ce bouton-là, en fait, Artlantis est en train de recalculer en fait les radiances cache et l'échantillonnage de manière plus précise. Donc il va vous lancer le calcul. Une fois qu'il va vous le lancer, ici vous allez voir qu'en fait vous allez distinguer en fait des petits points. Et ça en fait c'est tout simplement la réflexion, donc la brillance sur le matériau. Ici quand je vais cliquer, voilà, c'est cette brillance là en fait qui va impacter ici le grain qu'on va avoir au sol. Donc ça on en reparlera tout à l'heure de la brillance. Pour l'instant on s'intéresse juste vraiment aux paramètres d'échantillonnage. Qu'est-ce que l'échantillonnage? Donc ici voilà, la scène se calcule. Le refine se calcule, effectivement je suis une scène avec de l'éclairage en fort indirect, c'est pour ça que c'est un petit peu plus long. Je vais avoir donc effectivement ici des ombres qui vont être beaucoup plus marquées en refine. Et quand je vais atteindre le sol, on va distinguer en fait ici du grain. Voilà, je laisse terminer, hop, voilà. Donc vous voyez qu'ici effectivement il est en train de calculer. Et vous voyez qu'en fait ce qui est intéressant c'est qu'avec le bouton refine, on voit qu'il passe plus de temps sur cette partie-là. Donc en fait, l'échantillonnage des matériaux, retenez bien ça, c'est le paramètre qui prendra le plus de temps de calcul quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est celui qui aura le plus fort impact. Okay, parce qu'on voit que même s'il est en train de continuer, là il est en train de continuer en fait à réaffiner toujours le rendu. Donc l'échantillonnage des matériaux, c'est le paramètre le plus important du moteur de rendu d'Artlantis 6. Et il y a plusieurs manières de travailler avec, vous allez voir. Alors sans parler de la brillance déjà, quel est son impact sur le temps de calcul? Donc on va regarder déjà avec un échantillonnage des matériaux à 1. J'ai un temps de calcul ici qui est de 7 minutes 08. Sur une image en Full HD, on voit qu'effectivement on a un petit peu de grain. Quand je vais basculer avec un zoom sur le rendu en lui-même, effectivement vous voyez que le grain est assez visible. Bon, sur le rendu global, pas forcément très choquant, mais ça peut se voir. Alors, dans ces cas-là, vous allez avoir tendance à augmenter l'échantillonnage. L'échantillonnage, lui, va donc aller vraiment lisser un petit peu ce grain-là. Donc, je vais mettre un échantillonnage à 3. Quand je vais être à 3, je vais être à 11 minutes 03. Donc, vous voyez que là, j'ai déjà un écart qui est assez conséquent. J'ai déjà 4 minutes d'écart sur un rendu de 7 minutes. Donc, je vais passer de 7 minutes à 11 minutes. Effectivement, le grain est beaucoup moins marqué. Donc, vous voyez ce qu'il va faire, l'échantillonnage des matériaux, c'est ce qui va vous permettre d'aller lisser les réflexions sur les matières. Quand je vais basculer à 5, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un rendu qui va prendre 21 minutes. Ça veut dire que je vais avoir un rendu qui va être multiplié par 3 en temps de calcul entre l'échantillonnage à 1 et l'échantillonnage à 5, et qui va être doublé entre l'échantillonnage à 3 et l'échantillonnage à 5. Si on regarde l'échantillonnage à 3, encore une fois, je suis en zoom là, je ne suis pas sur la taille du rendu normal, normalement la taille est comme ça, mais si on regarde bien, l'échantillonnage à 3, comme je vous disais tout à l'heure, c'est déjà un cap qu'on passe. Donc l'échantillonnage à 3 vous permet d'enlever à 95% le grain. Il est beaucoup plus fin. Donc sur un rendu qui sera en taille réelle normale, pas comme je le suis là, pas zoomé, vous ne distinguerez plus le grain. Par contre, effectivement, 5, ça va lisser encore plus. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent rechercher vraiment la perfection. L'échantillonnage à 5, c'est à réserver dans quelques cas bien particuliers. À 4, vous aurez déjà, vous verrez, beaucoup moins de grain aussi, mais à 3, ça sera la plupart du temps bien suffisant. Alors, il y a quelques cas où effectivement vous allez avoir énormément de réflexions dans la scène très diffuses, beaucoup de réflexions qui seront floutées, où vous allez peut-être basculer sur un échantillonnage des matériaux à 4. Mais la plupart du temps, vous verrez qu'à 3, on a des temps de calcul qui finalement sont raisonnables, parce que sur une image qui fait par exemple 4K en 3000 par 2000 pixels, donc une très grande image, je vais déjà effectivement avoir des temps de calcul qui peuvent aller de la demi-heure à l'heure, éventuellement. Donc si j'ai un calcul qui prend une demi-heure, vous vous doutez bien que si je bascule de l'échantillonnage à 3 par exemple à une demi-heure à 5 éventuellement, je vais basculer peut-être sur une heure de rendu pour éventuellement pas grand chose. Donc ici je vais effectivement faire attention à ce paramètre là quand je travaille sur l'échantillonnage des matériaux. 1 et 2 ça peut effectivement avoir peut-être un petit peu trop de grain. 3 je vais avoir quelque chose de très correct. 4 c'est pour améliorer un peu ça, et 5 c'est vraiment la partie extrême, on laisse la possibilité d'aller plus loin. Vous verrez qu'effectivement, si on utilise les pré-réglages, par exemple là je suis sur un intérieur et je veux calculer ça en moyen, je vais déjà être à 3. Si je veux calculer ça en qualité, je vais être à 4. Je vais même pas être à 5. Ça veut dire que le 5, on le laisse vraiment pour les experts qui veulent aller beaucoup plus loin. Bon, en général, les gens ils ont tendance à mettre tout à fond parce qu'ils connaissent pas les choses, mais c'est une erreur à ne pas faire. Il faut pas mettre forcément tout à fond, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc pensez bien une chose, pour avoir une très bonne qualité, 3 ou 4. Un rendu assez rapide, mais peut-être avec un peu de grain, 1 ou 2. Même le niveau 2, vous verrez déjà une bonne différence au niveau du grain, mais le niveau 3 sera déjà un bon cap. Okay, et le niveau 5, c'est réservé pour quelques cas bien particuliers. Donc faites bien attention à ça. Quand vous utilisez le niveau 5, vous allez vraiment augmenter les temps de calcul. Pour au final, une différence qui est très peu marquée avec le niveau 3 déjà. Okay, je reviens sur un point précis, on a parlé tout à l'heure de l'anti-aliasing. L'anti-aliasing, effectivement, vous voyez que là,
j'ai un calcul qui a pris donc avec un anti-aliasing en 3x3, 11 minutes 3. Donc ça veut dire qu'il a analysé 9 pixels, je vous rappelle. Donc quand il va aller calculer le pixel ici où il y a un grain, il va aller calculer 9 pixels autour pour voir un petit peu ce qui se passe. Quand vous allez utiliser l'anti-aliasing 4x4, il faut savoir que l'anti-aliasing aussi va changer l'image. Okay, donc l'anti-aliasing 4x4, vous allez passer à 13 minutes 20. Donc ce qui peut être conseillé aussi, c'est éventuellement de dire j'ai un tout petit peu de grain, mais finalement il est très léger, et j'aimerais bien le corriger un petit peu sans avoir à basculer sur le niveau 4. Bah, vous pouvez éventuellement utiliser l'anti-aliasing 4x4, il va augmenter un petit peu le temps de calcul, mais finalement, bah, il ne va pas augmenter tant de ça si on compare effectivement par l'échantillonnage. L'échantillonnage, lui, quand vous allez basculer à 5, il va prendre beaucoup plus de temps de calcul que quand vous êtes à 3. Okay, alors que l'anti-aliasing 4x4, il va améliorer aussi un petit peu le grain. Donc il va vraiment aller vous le lisser un petit peu, parce qu'il va lisser pas que les arêtes, il va lisser aussi un petit peu tous les pixels qu'il va calculer. Donc forcément, il va lisser aussi le grain. Donc l'avantage de l'anti-aliasing 4x4, c'est que ça prendra moins de temps de passer en 4x4 que de passer en niveau 4 en échantillonnage des matériaux ou en niveau 5 qui sera encore pire. Okay, en niveau 5 ici, j'aurais basculé certainement sur, donc encore une fois, une vingtaine de minutes de rendu, alors que là, en 4x4, je bascule sur 13 minutes. Donc l'anti-aliasing peut être utile dans certains cas aussi pour ça. Mais je vous dis encore une fois, le 3x3 est déjà globalement très satisfaisant. Ensuite, on va voir donc ce qu'on appelle l'échantillonnage des lumières. Alors l'échantillonnage des lumières, je me suis basculé ici sur un meuble où j'ai donc cette petite assiette, cette présentation. Je peux aller chercher des lumières ici que j'ai prévues, éventuellement, que je pourrais utiliser. Voilà, donc là par exemple j'ai une lumière. Elle va éclairer, donc ici, elle est juste devant l'assiette, elle va éclairer l'assiette et elle va projeter une ombre. Et vous regardez effectivement, si je regarde dans l'aperçu, là, je vais avoir du grain. Alors, je pourrais éventuellement utiliser ici le bouton Refine pour aller chercher de manière plus précise le calcul pour aller voir si ça va lisser un petit peu le grain. Bon, effectivement, ça lisse un petit peu le grain, mais c'est pas non plus génial ici parce que je vais avoir du grain un petit peu partout. Ça, on le verra tout à l'heure, c'est parce que j'ai l'arrière-plan amélioré qui est coché. Donc, on en reparle juste après. Pour l'instant, donc le ciel amélioré, on n'en parle pas. On parle juste du grain. Et là, effectivement, vous allez voir que si j'ai pas le ciel amélioré, mais que je fais un refine, je vais vraiment donc lisser le grain qui est visible ici dans l'aperçu avec le refine. Donc là, vous pouvez distinguer que j'ai plus de grain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'échantillonnage des matières, des lumières, ça va échantillonner, donc ça va lisser les ombres. Okay, c'est à ça que ça sert. Ça va augmenter la qualité entre guillemets des ombres. L'échantillonnage des lumières, il n'est pas forcément utile pour les lumières artificielles. Vous allez voir pourquoi. Alors, on va s'intéresser un petit peu à ce cas précis. J'ai un échantillonnage des lumières qui est à 1. Je prends 2 minutes 44 secondes pour ce rendu-là en taille réelle. Donc vous allez voir qu'ici, effectivement, j'ai pas de grain. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas. Donc cette lumière-là qui éclaire cette assiette émet donc une lumière, projette des ombres, et ces ombres-là, en échantillonnage à 1, bah, j'ai déjà plus de grains. C'est vachement impressionnant. Vous auriez pu penser effectivement qu'en augmentant en fait l'échantillonnage, je ferais disparaître le grain, sauf que déjà à 1, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez basculer à 5, ça va calculer, vous voyez, 13 minutes 30 de rendu. Parce qu'en fait, il va quand même aller lisser de manière plus précise le grain ici que vous pouvez avoir. Sauf que comme il n'y en a pas, il fait des calculs plus précis et la différence, elle est tellement infime que à l'œil humain, vous ne pouvez pas l'apercevoir si je ne zoome pas sur l'image. Essayons aussi éventuellement avec une lumière plus proche, pas de différence. Essayons avec un néon, pas de différence. J'ai une lumière à 1, donc un néon et un échantillonnage des lumières à 1. Pas de différence notable. Le néon émet de la lumière, certes, j'ai la plaque néon, mais j'ai vraiment pas de grain dans mon ombre. Pardon. Donc effectivement, l'échantillonnage des lumières est beaucoup moins impactant sur la qualité du rendu. Okay, et vous allez me dire à quoi il va servir. Il va servir dans certains cas bien précis, et notamment dans le ciel amélioré. Effectivement, quand j'utilise le ciel amélioré, qui est la prochaine étape de ma démonstration, quand j'utilise des lumières artificielles, j'ai pas de différence au niveau de l'échantillonnage des lumières. Par contre, si je coche le ciel amélioré, vous allez voir qu'ici, avec effectivement donc un échantillonnage à 1 au niveau des lumières, j'ai du grain, et quand je vais basculer à 5, il sera beaucoup moins fort. Okay, donc, je vais mettre 17 minutes 34, alors que avant, je mettais 3 minutes 27. Okay, donc, il y a un fort impact sur le temps de calcul au niveau de l'échantillonnage des lumières, mais rappelez-vous bien, pour les néons et les lumières artificielles, il n'y a pas de différence notable au niveau du grain pour l'échantillonnage. Okay, donc 1, 2 ou 3, ça suffira amplement. 4 et 5, c'est à proscrire quoi qu'il arrive. Alors, encore une fois, c'est le ciel amélioré qui va nécessiter un réglage particulier de ce paramètre-là. Alors, le ciel amélioré, je vous rappelle, quand vous allez dans les paramètres de rendu ici, vous allez avoir donc ce bouton arrière-plan amélioré.
Arrière-plan amélioré, quand je vais le cocher, il faut absolument que l'échantillonnage de lumière soit à 5, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Donc on va regarder un petit peu comment ça marche. Ici, voilà, j'ai effectivement un rendu d'intérieur et j'ai donc ici à gauche 2 fenêtres qui vont faire rentrer de la lumière dans la scène, mais cette lumière n'est pas une lumière directe. Ça veut dire que vous voyez qu'effectivement, je ne distingue pas la lumière du soleil. C'est-à-dire que l'éclairage du soleil, le nord du projet est calé de telle sorte qu'effectivement, la lumière ne rentre pas en direct par ces fenêtres-là. Bon, j'ai quand même de la lumière qui rentre, même si elle n'est pas directe, c'est que l'indirect, mais ça me permet d'éclairer ma scène. Donc ça, c'est l'avantage des moteurs réalistes. Effectivement, je vois quelque chose. Par contre, même si je fais un bouton Refine, par défaut, je vais pas avoir de différence. Si l'arrière-plan amélioré est coché, vous allez voir que vous allez avoir une nette différence. Vous voyez que le temps de calcul ici est quand même déjà en preview assez rapide. Alors, même si je suis en indirect, ça se calcule très rapidement. Si je mets l'arrière-plan amélioré, qu'est-ce qui va se passer? Donc je le coche. Il faut absolument, pour visualiser l'arrière-plan amélioré, cliquer sur le bouton affiner la prévisualisation. Sinon, vous ne le verrez pas. Vous voyez que là, il n'est pas calculé. Donc qu'est-ce qui se passe quand je clique sur ce bouton-là? En fait, l'arrière-plan, donc le ciel d'Artlantis, on voit bien que ici, au niveau de l'environnement, je suis bien calé sur le mode ciel héliodon. Le ciel va émettre de la lumière, mais il va émettre de la lumière directe. Okay, ça veut dire que le ciel est une sorte de soleil à 360 degrés. Okay, donc vous allez avoir effectivement les ombres du soleil, mais le ciel aussi va envoyer de la lumière vraiment en direct. Donc il va avoir un impact sur l'éclairage direct. C'est pour ça qu'ici je distingue beaucoup plus la lumière qui rentre. Donc ça va vous donner un côté très réaliste sur les rendus. Voilà, faut pas se le cacher. L'arrière-plan amélioré est une option qui apporte beaucoup de réalisme. Par contre, il y a un impact net et non négligeable sur le temps de calcul. Ça, il faut le savoir. L'arrière-plan amélioré, quoi qu'il arrive, il faut mettre l'échantillonnage à 5. Donc vous allez multiplier votre temps de calcul peut-être par 3 ou 4. Donc c'est une option qui effectivement coûte énormément en temps de calcul, mais qui marque une nette différence avec les types de rendus qu'on pouvait avoir sur les anciennes versions d'Artlantis. Ça veut dire que si vous ne cochez jamais cette option-là, vous aurez des temps de calcul qui seront la plupart du temps très corrects, avec très peu de grains. Si vous cochez cette option-là, vous aurez des temps de rendu qui seront plus longs, il faudra l'accepter. Mais effectivement, le temps de rendu est plus long, mais la qualité d'image est bien meilleure. Effectivement, l'arrière-plan amélioré est une option qui change grandement l'éclairage de l'image. Là, il y a une nette différence entre les deux. Vous voyez qu'effectivement, ici, le côté éclairé ressort beaucoup plus. On va même avoir une petite ombre ici qui va commencer à apparaître au niveau des objets sur le mur. Donc l'arrière-plan va émettre beaucoup plus de lumière. Par contre, effectivement, il faudra avoir deux possibilités. Soit vous allez dire que j'augmente l'échantillonnage au maximum pour enlever le grain au maximum, soit dans ma pièce ici, je vais allumer tout simplement une lumière par exemple derrière la caméra, comme un flash un petit peu d'appareil photo, je pourrais faire ça, et ça va projeter un petit peu de lumière et ça va aussi enlever du grain. Plus il y a de lumière dans la scène ici, plus l'éclairage est direct, moins il y a de grain. Donc l'éclairage indirect va forcément impacter beaucoup plus le rendu au niveau du grain. Okay, voilà, donc l'arrière-plan amélioré, quoi qu'il arrive. Ici, quand je suis en off, vous voyez 2 minutes 52, bah, le rendu est pas mal. Quand je l'active, effectivement, j'ai beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de volume. Ça donne quelque chose de beaucoup plus réaliste. Pour parler un petit peu d'autres moteurs de rendu, on peut considérer qu'on est sur des moteurs de rendu unbiased. Ça veut dire qu'on est sur des moteurs de rendu très qualitatifs qui prennent le temps, calcul, effectivement, mais qui s'arrêtent quand on le veut. C'est un peu ce principe-là. Ça veut dire que l'arrière-plan amélioré est une option un peu particulière qui va certes augmenter le temps de calcul, mais qui augmente aussi grandement la qualité. Donc c'est un choix à faire. Soit vous le cochez, soit vous le cochez pas. Vous avez une bonne image sans le cocher, qui nécessitera peut-être plus d'éclairage, de réglage d'éclairage en intérieur. Mais si vous le cochez, il faudra forcément mettre l'échantillonnage à 5. Et dans ce cas-là, vous voyez que là, on passe de 16 minutes à 2 minutes 52. Donc il y a une nette différence entre les deux, okay, à la fois en temps de calcul et en qualité. L'autre possibilité, et une chose très simple, une petite astuce que je peux vous donner aussi, si je reviens ici sur ma caméra, sur mon projet, quand je tourne la tête là, donc je vous rappelle, j'avais effectivement deux fenêtres. Je vous ai parlé de ces deux fenêtres-là. J'ai fait une chose très simple. Dans la partie ici des matériaux, j'ai pris en fait ces deux fenêtres-là et j'ai tout simplement donc sélectionné ces deux plans et j'ai plaqué donc dessus le verre lumineux. Donc plaquer dessus le verre lumineux, a priori vous dites effectivement qu'est-ce que ça va changer? Bon, à part faire rentrer plus de lumière. Ben en fait, utiliser du verre lumineux, ça revient presque finalement, à avoir un peu le même type de rendu. Ça veut dire que ça va faire rentrer en fait un petit peu de la lumière. Et si on regarde bien, on va avoir le même type d'ombre avec du verre lumineux que sans.
C'est-à-dire que je vais avoir des ombres projetées grâce à ma fenêtre. Ok, donc c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, on peut utiliser des petites astuces pour gagner un petit peu de temps de calcul. Vous voyez que là, par exemple, avec des noms, je vais mettre 12 minutes, certes avec l'échantillonnage à 5, mais si je baisse l'échantillonnage, ben, finalement, ce rendu-là va peut-être me prendre 6 ou 7 minutes, alors qu'avec juste le ciel amélioré, il m'a pris 16 minutes. Okay, donc il y a des petites astuces comme ça qu'on peut utiliser en utilisant en fait un éclairage supplémentaire, additionnel, pour éventuellement aller faire rentrer un petit peu plus de lumière dans sa scène. Okay, voilà, en tout cas, le ciel amélioré est une bonne option, mais moi, éventuellement, je ne le conseille pas pour les gens qui travaillent avec le ciel héliodon. Ensuite, autre paramètre intéressant, le paramètre qu'on appelle ambient occlusion. On reviendra un petit peu sur la notion de ciel amélioré tout à l'heure. Alors, je reviens ici donc sur la partie perspective. Je remets ici ma caméra et je vous montre ici donc une petite étagère où j'ai une petite statuette avec un lapin. Alors, dans les paramètres ici de rendu, je peux activer l'ambient occlusion. D'abord, je vais la désactiver. Et on va faire donc un petit réaffiner donc la prévisualisation pour qu'éventuellement on distingue un petit peu mieux la notion d'ombre un petit peu plus précise dans le rendu. Bon, effectivement, vous voyez que là c'est un petit peu plus précis. Ok, c'est pas trop mal. Alors, l'ambient occlusion, qu'est-ce que ça va vous apporter? L'ambient occlusion, en fait, va aller calculer des ombres totalement factices, c'est-à-dire qu'elles n'existent pas, mais il va aller calculer des ombres dans tous les détails en fait de la géométrie. Donc c'est un paramètre extrêmement intéressant parce qu'en fait il va vous permettre de rajouter entre guillemets du volume, du relief un petit peu à vos rendus, donner plus de volume. Et ça donc, vous allez voir que l'impact sur le temps de calcul est très négligeable. Donc ça c'est une option qui est très intéressante parce que son impact en temps de calcul est très négligeable, mais en termes de qualité sur le rendu, il a un impact non négligeable. Donc ici, par défaut, cette image-là, j'ai cliqué sur Refine et j'ai donc pas d'ambient occlusion. Quand je vais la cocher ici, donc je vais la mettre très petite, 2 cm, et je vais dire donc intensité à 0,30. Donc là, vous voyez qu'il est en train de calculer pourquoi. L'ambient occlusion, vous la voyez que quand vous faites un refine, quoi qu'il arrive. Comme le refine avait déjà été calculé ici, il a pu me la calculer par-dessus. Et vous voyez la différence, c'est qu'effectivement, donc sans, j'ai quelque chose d'assez plat finalement, et quand je vais la cocher, on va distinguer beaucoup mieux donc tous les détails en fait de la géométrie. Ça veut dire qu'il va aller calculer des ombres dans toutes les géométries qui sont proches, tous les petits recoins, tous les petits détails de la géométrie. Donc c'est vraiment une option qui est très intéressante pour les rendus. Alors après, bien sûr, là je l'ai réglé sur 2 cm, pourquoi? L'ambient occlusion, c'est un paramètre qui est évolutif en fonction de la caméra. Ça veut dire qu'en gros, vous allez devoir la régler différemment en fonction de la position de la caméra. Si ici, j'ai passé ma caméra comme ça, j'ai vraiment besoin d'aller chercher un petit objet. Je vais avoir tendance à mettre une ambient occlusion qui est petite. Okay, donc peut-être 1 ou 2 cm. Si par contre j'ai une vue éloignée d'un stade par exemple, ou un intérieur complet, je vais plutôt avoir une ambient occlusion qui va se caler entre 5 et 10 cm pour un intérieur, et sur une vue de stade très très éloignée, je vais peut-être plutôt être à 1 mètre, carrément, ou 60 cm et ainsi de suite, donc entre 50 cm et 1 mètre. Donc c'est vraiment la taille ici très importante, parce que vous voyez que là sur des petits rendus, vous allez voir que si je mets par exemple, je sais pas, on va mettre voilà 13 par exemple, il va me la recalculer, ben là ça va me faire une ombre de 13 cm à partir du détail calculé ici. Et cette ombre là, quand je suis en gros plan comme ça, bah ça apporte pas grand chose, ça va donner une impression un peu, un côté sale au rendu. Donc c'est vraiment quelque chose qui sert à surligner les détails en fait de votre projet, de votre rendu. Ok, donc sur cet exemple précis, l'ambient occlusion, quand elle n'est pas activée, ça donne ça, et quand elle est activée, ça donne ça. Okay, donc là, je l'avais réglé sur 8 cm. Et vous voyez qu'en fait, ça va me permettre d'aller chercher vraiment tous les petits détails, tous les petits recoins de ma scène et d'aller calculer des ombres. Ça, c'est souvent demandé. On a souvent eu la question sur les anciennes versions d'Arclantis, c'est pourquoi j'ai pas d'ombre ici dans le côté, j'aimerais bien avoir une ombre qui est calculée. C'est pas forcément très réaliste dans tous les cas, mais ça permet de donner vraiment du relief et du volume à son projet, à son rendu final. Chose intéressante, vous voyez qu'aussi là, la petite rainure sur le meuble, c'est pour ça que c'est une vue intéressante, même si le meuble globalement il est assez plat, cette petite rainure là, avec l'ambient occlusion, je vais beaucoup plus la voir que sans. Okay, et l'impact sur le temps de calcul est négligeable, ça veut dire qu'ici, ambient occlusion avec ou sans, elle n'est pas énormissime. Il faut savoir que l'ambient occlusion s'adapte à la caméra, à ce qu'on voit dans la caméra. Donc c'est pas un impact comme on pourrait avoir avec le temps de calcul, comme sur l'échantillonnage des matériaux, ou éventuellement comme sur les lumières, sur la précision et ainsi de suite, où on va calculer vraiment en global les données. Là, on calcule que sur ce qui se trouve dans la caméra précisément, et que vous ayez une ambient occlusion, on va dire très très proche ou très très éloignée, vous verrez que finalement ça n'a pas un impact énormissime. Ça va prendre, allez, grand maximum 5 minutes, même sur un temps de calcul qui peut prendre 2 heures, ça prendra que 5 minutes. Okay, donc il n'y a pas d'impact significatif du temps de calcul au niveau de l'ambient occlusion. Donc utilisez-le, vous allez voir, ça va vraiment permettre d'aller surligner un petit peu tous les rendus avec des petites ombres qui sont très pratiques.
Voilà, donc on en a terminé globalement pour les paramètres de rendu. Juste une petite précision, je m'attaque pas bien sûr à la partie taille de rendu parce que c'est pas des choses qui sont importantes, ça tout le monde sait de quoi il en retourne. Pareil pour la partie ici à droite, juste une petite précision quand même. La balance des blancs, bon c'est bien. Moi je vous conseille pour avoir des rendus corrects au niveau colorimétrique, à tous les niveaux, au niveau éclairage, au niveau réglage des lumières, ça c'est très important aussi, de travailler en ISO vitesse d'obturation. Donc en caméra physique. Quand vous travaillez en ISO vitesse d'obturation, certes c'est un peu chiant parce qu'il faut aller régler manuellement donc les valeurs, mais vous allez voir que finalement en termes de qualité de rendu, vous allez avoir beaucoup plus de précision au niveau des réglages de vos matériaux et de vos lumières artificielles. Le mode exposition, il est à réserver dans un cas bien précis, je vous en parlerai juste après. Et la balance des blancs, elle n'est pas forcément utile tout le temps, mais elle peut être utile même en ISO vitesse d'obturation quand vous trouvez que vous avez effectivement des murs qui sont un tout petit peu jaunis par l'éclairage. Donc ça peut être intéressant, vous voyez ici, de l'activer pour avoir un ton au niveau des blancs, des zones blanches et grises, plus neutre. Voilà. Ensuite, donc la partie héliodon. Donc on change d'inspecteur. Alors l'héliodon, qu'est-ce qu'il y a à voir dans l'héliodon qui est très important et qui pourrait éventuellement poser problème dans le rendu? Bah finalement, pas grand-chose. C'est vrai que quand on regarde l'héliodon comme ça par défaut, c'est quand même pas mal. La seule chose qui pourra vous prendre du temps de calcul, encore une fois, même sur cette vue extérieure, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le ciel amélioré. Ici, j'ai un héliodon qui est calculé donc ici en basique avec, vous voyez déjà de la réflexion ici sur les murs, il y a un peu de sampling partout. J'ai calculé l'image globale en 4 minutes 26. En Full HD, c'est un très bon temps de calcul sur un ordinateur portable. Je vais effectivement mettre le ciel amélioré et je vais prendre 6 minutes 19. La différence visuelle en extérieur entre avec et sans ciel amélioré, bah, elle n'est pas forcément énormissime. Là où ça va se distinguer un petit peu plus, c'est effectivement sur les intérieurs. Je vais vraiment avoir bien sûr un impact sur l'intérieur. Donc c'est encore une fois ce que je vous disais tout à l'heure, un impact significatif sur l'intérieur, mais finalement sur les vues typées archi, sur des vues d'architecture classique, sur des extérieurs, sur des perces, il n'y aura pas énormément d'impact du ciel amélioré. Donc c'est quelque chose que vous pouvez éventuellement utiliser sur des extérieurs, le temps de calcul est négligeable. Voilà, ça va vous apporter quoi? Ça va vous apporter, vous voyez, plus de précision. On peut distinguer ici, par exemple, au niveau de l'encadreur ici de la fenêtre, beaucoup plus d'ombre, alors qu'effectivement sans, j'ai pas ce petit relief. Pareil, au niveau de la façade ici, elle est un petit peu plus éclairée. Forcément, j'ai de l'éclairage qui va venir à 360 degrés. Donc ça va vraiment éclairer à 360 degrés ma scène et ça va donner un petit piqué à mon image, un petit peu plus photo. Donc ça peut être pratique en extérieur. Maintenant, si vous ne l'utilisez pas, vous gagnez aussi bien sûr en temps de calcul. Parce qu'encore une fois, là je suis sur une image en Full HD, si je multiplie par 4 et que je calcule ça en 4K, bah, je multiplie mon temps de calcul un petit peu par 4 aussi, quelque part. Donc sur une image 4K, ici, cette image-là aurait pris 16 minutes, cette image-là, bah, elle en aurait pris 24. Okay, donc vous voyez qu'effectivement, bah, l'écart grandit de manière proportionnelle, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc bon, à vous de voir si vous l'utilisez ou non, ça peut avoir un impact sur le rendu en tout cas, mais il faut le savoir, sur des perces extérieures assez finalement négligeables. Là où il va y avoir un énorme impact au niveau de l'éclairage quand vous êtes sur des perces extérieures, c'est sur l'utilisation des fonds HDR. Alors je reviens ici. Donc là, ici, vous voyez, pas de piège. Au niveau des puissances, sur la dernière version d'Arclantis 6, la 6.0223, on avait réglé les puissances du ciel et du soleil, donc tout est correct maintenant. Vous voyez, quand vous êtes à 0, vous avez un très bon éclairage. Ça, c'est une très bonne chose. Au niveau de la saturation aussi, on a refait des réglages, c'est très correct. Maintenant, vous pouvez bien sûr désaturer si vous le souhaitez. Pas de piège au niveau des ombres, du rayon, des halos et ainsi de suite. Tout ça, il n'y a pas de changement. Bien sûr, vous avez toujours le ciel physique, ciel Atlantis 5. Bon, ça, vous avez juste le dégradé qui change. On est en train de travailler dessus pour l'avenir pour avoir un seul ciel unifié de très bonne qualité. Voilà. En tout cas, ici, il n'y a pas de piège particulier au niveau de l'héliodon. Là où vous pouvez effectivement constater des pièges, c'est quand vous allez basculer donc sur un fond HDRI. Donc les fonds HDR, je vous rappelle, c'est quand vous êtes dans la partie, ici l'onglet, l'inspecteur perspective, vous allez pouvoir importer ici une image d'arrière-plan. Donc là, je vais masquer ici l'avant-plan. Et vous voyez que donc j'ai une image d'arrière-plan qui va me simuler en fait un coucher de soleil. Et j'ai donc bien sûr désactivé ici mon héliodon. J'ai un héliodon de jour et un héliodon de nuit, je les ai désactivés, j'ai juste l'image qui va éclairer. Quand j'utilise cette image HDR, j'ai deux possibilités. Soit l'arrière-plan amélioré est coché, soit il n'est pas coché. S'il n'est pas coché, vous mettez lumière bien sûr à 1. Vous faites OK, vous faites ici Refine. Vous allez effectivement avoir un calcul qui va se faire d'éclairage à partir de l'image d'arrière-plan. Donc je vous rappelle, hein, les fonds HDR, c'est des images qui vont se mettre à 360 degrés autour du projet, et ces images-là vont émettre de la lumière. Il y a une notion très importante,
et je vous en parlais juste avant, quand on était vraiment dans l'inspecteur et dans les paramètres de rendu. Travaillez tout le temps en ISO vitesse d'obturation quand vous êtes dans tous les cas, sauf quand vous êtes sur du HDR. Moi, ça, c'est mon conseil. Quand vous êtes sur un fond HDRI, pensez bien à cocher une chose, c'est ici dire je coche le mode d'exposition. Pourquoi? Parce que quand je suis en ISO vitesse d'obturation, je vais devoir régler manuellement en fait à la fois donc l'éclairage, la luminosité en fait de mon arrière-plan et l'éclairage ici aussi l'ISO, la vitesse d'obturation de ma scène. Ça va être très compliqué à régler. Finalement, c'est pas très utile. Mettez-vous en mode exposition quand vous travaillez avec du HDR. Vous cochez aussi la balance des blancs, ça permet de retrouver des bonnes colorimétries en fonction de l'arrière-plan. Et donc là, vous allez voir que les deux associés, à la fois le mode automatique, le mode exposition et la balance des blancs, vont me permettre d'avoir ce côté un petit peu jaune qui va être recalculé en fonction de l'arrière-plan ici pour avoir ce vrai côté coucher de soleil qui va être simulé. Donc c'est le seul cas où je vous conseillerais, quoi qu'il arrive, de travailler en mode exposition, donc en mode automatique d'exposition, où là effectivement vous voyez vous n'avez rien à gérer et il s'occupe tout seul. Voilà. Donc ça c'est très pratique. Et maintenant, donc, nous allons pouvoir observer aussi donc la deuxième option, c'est la possibilité d'utiliser le ciel amélioré. Et le ciel amélioré, il va avoir un vrai impact avec les fonds HDR. Quand vous dites arrière-plan amélioré, il va vraiment calculer donc les pixels les plus forts et il va émettre de la lumière plus fort en fonction des pixels qui sont plus ou moins donc éclairés et plus ou moins forts en termes de luminosité et de contraste. Ça veut dire qu'un pixel qui sera blanc sur l'image, qui sera certainement le soleil parce que vous aurez pris une photo du soleil et ça rendra blanc parce que l'énergie est très très forte sur l'appareil photo, bah, sur la pellicule vous allez avoir ce pixel blanc qui va émettre très très fortement aussi sur la scène. Ça c'est l'avantage d'avoir donc l'option arrière-plan amélioré qui est cochée ici. Alors bien sûr dans ces cas-là, pour le rendu final, je vous rappelle, vous mettez les lumières à 5. Pour la preview, ça ne changera pas au niveau de l'échantillonnage, mais quand vous allez cliquer sur le refine, vous allez avoir une nette différence entre l'option activée et l'option désactivée. C'est qu'ici, on va avoir un vrai éclairage qui va être calculé vraiment donc par la scène, par l'arrière-plan et par le fond HDRI. Donc ça, c'est très important. Alors vous voyez qu'ici, je me suis mis, j'ai importé le fond HDRI. Une autre petite précision, c'est que l'avantage de travailler en mode automatique, c'est que j'ai tout laissé à zéro. J'ai rien à régler. Ça, c'est un énorme avantage. Il s'occupe tout seul de mettre les bonnes valeurs d'éclairage sur ma scène. Voilà, donc vous voyez que là, effectivement, ça prend plus de temps de calcul, déjà au niveau de la preview. Donc ça prendra plus de temps de calcul en final. Par contre, là, en termes d'éclairage, vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant en termes de résultat final par rapport à l'option quand elle est désactivée. Donc désactivée, je vais avoir un temps de calcul avec le ciel amélioré, désactivé et un HDR de 2 minutes 51. Et quand j'active le ciel amélioré, vous allez voir qu'effectivement, il y a une nette différence et que là, j'ai un vrai éclairage de coucher de soleil qui va être simulé. Et par contre, effectivement, je mets 25 minutes. Voilà. Bon, il y a une différence. Je vais avoir bien sûr des ombres qui vont être bien simulées. Je vais aussi avoir, vous voyez, la lumière qui va rentrer dans la pièce. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est que là, je suis tout noir. Et quand je suis effectivement éclairé par le HDR avec le ciel amélioré, je vais vraiment avoir la lumière qui va rentrer dans la pièce. Donc, je vais distinguer en fait l'intérieur. Alors, bien sûr, lumière éteinte à l'intérieur là, parce que j'aurais pu allumer les lumières, mais là, c'est vraiment lumière éteinte. J'ai que le HDR qui émet de la lumière. Et vous voyez qu'effectivement, on a une nette différence entre les deux. C'est que là, cette façade-là, elle est bien éclairée par la zone du soleil qui est à droite. Okay, donc à vous de voir, mais c'est vrai que pour les fonds HDR, je conseille quand même d'activer le ciel amélioré, de mettre l'échantillonnage à 5. Quand on est sur des perces extérieures, c'est extrêmement intéressant. Dans le cadre de l'intérieur, je conseillerais toujours de le désactiver quoi qu'il arrive, c'est pas forcément utile. Ensuite, au niveau de l'éclairage, on va basculer donc maintenant au troisième inspecteur, l'inspecteur des lumières artificielles. Dans cet inspecteur-là, vous allez retrouver un seul piège, je dirais. Le seul piège qui va pouvoir se poser, hop, je vais basculer sur le bon rendu, voilà. Donc là, j'ai un abat-jour ici qui est allumé. Cette petite ampoule ici, donc elle est réglée par défaut à 500 lumens avec un angle à 126 degrés, des ombres douces à 10%. Ok, pourquoi pas. Et j'ai laissé un IES standard. Alors je vous rappelle, bien sûr, vous pouvez aller chercher un IES si vous le souhaitez. Ici, je laisse en standard. Donc ça, c'est pas mal. Si je clique sur le bouton Refine, effectivement, ça va être un petit peu plus fin. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment impactant sur ici la qualité du rendu? Pas vraiment. Donc, je vais pouvoir effectivement aller calculer une image, et cette image-là, ici, avec une seule source lumineuse et beaucoup d'indirects à calculer, va me prendre 7 minutes 29. Ok, pourquoi pas. L'autre possibilité maintenant, c'est effectivement quand vous sélectionnez une lumière artificielle, d'aller cocher une option, et c'est une option qui a un impact dramatique sur le temps de calcul, c'est l'option cône lumineux. Il faut savoir que ce nouveau moteur ne pouvait pas récupérer le type de cône lumineux qu'on avait créé nous pour Arclantis 5, donc pour l'ancienne version d'Arclantis, donc on a dû redévelopper en fait un système de cône lumineux pour la version 6. Et ce moteur est un moteur physique
Le désavantage qu'on a eu pour cette option-là, ce paramètre-là, c'est qu'on a dû faire aussi un paramètre physique pour ce calcul-là. Donc aujourd'hui, quand vous activez les cônes lumineux, vous voyez qu'il n'y a plus les réglages. En fait, les réglages sont impactés directement par tout ce qui se trouve à gauche. Donc effectivement, je vais avoir un cône lumineux, hop, qui va se calculer automatiquement là. C'est bien. Le cône lumineux, c'est pratique effectivement pour mettre un semblant d'atmosphère un petit peu au rendu. Mais finalement, c'est une option qui va prendre énormément de temps de calcul. Je ne vais pas vous le cacher, c'est une option qui est physique, qui donne un rendu extrêmement réaliste par rapport à ce qu'on avait comme type de cône lumineux avant, mais qu'on ne peut plus adapter sur ce type de moteur-là. Mais vous voyez que là, effectivement, il prend beaucoup plus de temps ici, à ce niveau-là. Et là, il faut savoir une chose, c'est que ce cône lumineux-là, il n'y a pas de réglage qui va pouvoir l'impacter. Ça veut dire j'ai pas de réglage qui va me permettre de le détériorer et de l'accélérer ou éventuellement d'améliorer la qualité et dans ces cas-là, effectivement, d'augmenter le temps de calcul. Quoi qu'il arrive, il y a un paramètre qui est en interne, qui est physique, qui fait que ce calcul-là ne peut pas être altéré. Voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Vous ne pourrez pas altérer en fait le cône lumineux. Donc, vous allez avoir, j'avais forcé un petit peu quand même ici l'éclairage, vous allez avoir un cône lumineux qui va se calculer, certes, et qui, voyez, mettre ici 40 minutes à la place de 7 minutes. C'est entre guillemets, l'option qui prend le plus de temps de calcul, quoi qu'il arrive. Mais comparé à l'échantillonnage des matériaux qui est extrêmement important, ici, les lumières artificielles, le cône lumineux, certes, a un temps de calcul très important, mais j'ai pas de réglage pour jouer dessus, quoi qu'il arrive. Donc il faudra faire avec, on n'a pas le choix malheureusement. Ce type de paramètre-là a un impact non négligeable sur le temps de calcul. Donc moi, mon conseil, effectivement, c'est, mis à part les gens qui font vraiment des simulations d'éclairage, si vous faites de l'intérieur, moi aujourd'hui je le décoche et éventuellement on peut même le simuler aujourd'hui avec Photoshop assez simplement quand on fait un petit peu de Photoshop avec des masques. Bref, voilà, il faut le savoir, le temps de rendu, ça sera l'option qui prendra le plus, qui aura le plus d'impact sur le temps de calcul quoi qu'il arrive. Donc ça sera donc les cônes lumineux. Ensuite, la brillance. Donc on va passer maintenant à la partie des matériaux. Sinon, dans les lumières artificielles, il n'y a pas d'autre piège. Tout le reste, ça marche quoi qu'il arrive de manière automatique. Je rappelle une chose, depuis la 6.02.23, quand vous importez ici un fichier US, en standard, on va reprendre les données de l'IES, chose qu'on ne faisait pas au début. On a continué en fait le développement, on a amélioré un petit peu cette option-là, et vous allez avoir en fait ici cette option qui va permettre, quand j'importe un IES, de récupérer directement les bonnes valeurs de l'IES aussi. Voilà, ça c'est un petit avantage de la 6.02.23. Au niveau des objets, il n'y a pas de piège particulier. Okay. Au niveau des matériaux, il y a quelques petits points à aborder. Le premier point, c'est la brillance. Donc, j'ai pareil prévu donc une petite scène pour ça. Donc j'ai une scène ici avec, vous voyez, toujours mon parquet, j'ai deux fenêtres, j'ai ici donc un pot de fleurs qui est devant ma fenêtre, et vous voyez ici je vais avoir donc le reflet de ce pot de fleurs là. Donc encore une fois, je vous rappelle, quand vous cliquez sur le bouton affiner la prévisualisation, vous allez avoir ici effectivement dans l'aperçu du sol, cet échantillonnage des matériaux qui va être calculé. Cet échantillonnage des matériaux, il est donc très important et impactant sur le temps de calcul, je vous rappelle. Mais il faut savoir que lui, en fait, il va s'adapter en fonction de quoi? Il va s'adapter en fonction du paramètre de brillance que vous allez utiliser. Ça veut dire que la brillance a un effet non négligeable sur la présence de grains dans les réflexions. Alors, la brillance dans Arclantis 6, même si effectivement au niveau du paramètre, quand je clique sur le parquet là, visuellement, j'ai aucune différence avec les anciennes versions d'Arclantis, ben, fonctionnellement derrière, la différence est énormissime. Il faut savoir qu'avant, Arclantis, c'était de la réflexion 2D. Ça veut dire qu'en gros, vous calculez une réflexion nette, comme elle est en dessous là. Vous voyez, avant qu'il calcule, là, c'est une réflexion nette. Cette réflexion-là, en fait, on l'a floutée comme un filtre Photoshop, en gros, pour résumer très grossièrement. Et vous voyez qu'effectivement, là, aujourd'hui, dans Arclantis 6, comme on est sur un moteur physique, on va avoir des réflexions qui sont dites réalistes parce que c'est des réflexions qu'on appelle un peu 3D, entre guillemets. Ça veut dire qu'on va avoir un vrai calcul 3D qui va se réaliser sur la réflexion. Alors, ce calcul-là impacte bien sûr les temps de calcul, il suppose bien sûr plus de calculs qu'auparavant. Par contre, il va aussi supposer une bien meilleure qualité au niveau des matériaux. C'est ce qui va vous permettre d'avoir des rendus de bien meilleure qualité. Par contre, il faut savoir régler ces matériaux. Et c'est aujourd'hui l'échantillonnage des matériaux et la brillance, les deux paramètres les plus impactants, dans 90% des cas, sur les calculs de rendu que je vois. Alors, on va regarder un petit peu les choses de manière précise. Je vous ai fait donc un rendu, vous voyez donc une image verticale, et je l'ai faite 5 fois, avec 5 étapes au niveau de la brillance. Donc j'ai réglé la brillance à 1000, à 750, à 500, à 250, et au minimum qui est 1. Okay,
Et vous pouvez constater une chose. Quand je suis à 1000, effectivement, j'ai un temps de calcul de 3 minutes et je vais avoir une réflexion qui va être nette. Ça a toujours existé dans Arclantis. Quand je suis à 1000, je suis net. Si par contre, effectivement, je diminue la brillance, dans ces cas-là, je vais avoir un reflet qui va être flouté. Et quand je suis à 750, il y a une nette différence par rapport à ce qu'on avait dans les anciennes versions d'Arclantis, c'est qu'un calcul à 750 de brillance aujourd'hui est déjà extrêmement flouté. Vous allez me dire pourquoi on a permis d'aller beaucoup plus loin qu'auparavant en termes de flou. Alors effectivement, vous voyez que l'impact sur le temps de calcul est non négligeable. Je passe de 3 minutes à 8 minutes. Je suis quasiment en train de tripler le temps de calcul. Donc la brillance, la plupart du temps, quand les gens ouvrent un fichier d'Arclantis 5, par exemple dans la version 6, c'est l'erreur typique qui est faite, c'est je récupère mon fichier 5, je lance le calcul sans vérifier en fait ce qui a été fait. Et du coup, quand je refais la bascule d'Arclantis 5 à Arclantis 6, j'ai les mêmes données. En fait, je vais avoir des temps de calcul qui vont être assez longs. En fait, il faut penser à régler la brillance sur ces matériaux. Aujourd'hui, quand vous mettiez dans Arclantis 5 un shininess, donc la brillance à 50, quelque chose de très très bas dans Arclantis 5, d'assez flouté, vous allez avoir la même brillance à 750 dans la version 6. Ça veut dire que là, vous pouvez constater que, bien sûr, l'objet est très proche, j'ai très peu de flou, mais très très rapidement, le flou est important. Et finalement, vous voyez que je ne distingue même plus en fait les détails dans le flou, dans la réflexion. Donc 750 doit être votre réglage standard pour avoir un matériau flouté, tout simplement. Et quand vous allez être à 750, vous allez voir que vous allez gagner en temps de calcul par rapport au réglage que vous mettiez auparavant. C'est le paramètre numéro 1, la chose à savoir régler, parce que quand vous allez vous tromper sur ces réglages-là, vous allez avoir un temps de calcul qui va augmenter. Ne pas oublier une chose, là je vous montre un exemple sur un rendu qui est petit. Ça veut dire que j'ai fait un rendu en 384 par 1080 pixels. Okay, pour vous montrer vraiment juste cette zone-là et pour les mettre côte à côte. C'est pour ça que j'ai fait ça. Si jamais je calcule l'image en global, j'ai calculé une caméra en global comme ça, elle a pris 22 minutes 43. 22 minutes pourquoi? Parce que vous allez me dire, effectivement, finalement, il n'y a pas énormément de détails dans cette scène. Oui, mais là, le flou, là, il est à 1. Et regardez le flou que ça me fait. J'ai un flou énormément important pour rien. Ça veut dire que si j'avais mis 750, j'aurais déjà eu quelque chose d'assez intéressant. 750, j'avais déjà un flou en me mettant un ras du sol qui était déjà de cette valeur-là. Vous voyez que là, certes, je suis très très flouté, mais finalement, ça ne va pas m'impacter la qualité visuelle du flou. Je vais avoir un flou très important pour pas grand-chose. Donc, pour un parquet, par exemple, qui est souvent quelque chose qu'on retrouve dans les rendus, qui est assez flouté, pour un parquet, vous mettez à 750, vous allez avoir un flou très marqué, qui correspond environ à 50 quand on est dans les anciennes versions. Et ce flou-là, au lieu de mettre 22 minutes, il mettra beaucoup moins de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est important sur une image, quand on calcule une image dans Arclantis, c'est la proportion de pixels avec la brillance. Okay, ça veut dire que sur l'image globale ici, même si vous avez l'impression qu'effectivement, j'ai qu'un seul matériau où il y a du flou, ouais, j'en ai qu'un seul peut-être, mais finalement, quand on regarde la proportion par rapport à l'image globale que j'ai mis en noir tout le reste, vous voyez que ça représente quand même, on va dire, un bon tiers du rendu final. Ça veut dire que cette zone de parquet que je vois ici au niveau de la ras du sol de ma caméra représente environ 30% des pixels de l'image. Et 30% des pixels de l'image qui sont très longs à calculer, forcément ça va ralentir vos temps de calcul. Sur une image classique, sur un intérieur par exemple avec un parquet où je vais avoir un tapis, je vais avoir un canapé ou quoi que ce soit, où finalement je vais avoir pas mal de matériaux où il n'y a pas énormément de réflexion, bizarrement je vais mettre moins de temps à calculer qu'une image où j'ai très peu de détails comme ça, ou très peu de choses dans ma scène, très peu d'objets, mais où j'ai un parquet qui est très visible et qui représente beaucoup de pourcents de mon image finale. Okay, donc pensez bien à cette chose-là. Quand je mets de la brillance à 750, quand je mets un matériau qui est flouté au niveau de la brillance, combien de pourcentage il représente en fait visuellement dans ma scène? C'est très important parce que c'est ce qui va vraiment impacter le temps de calcul. Ça veut dire qu'ici, par exemple, je fais ça, cette caméra-là, ça va avoir un fort impact. Si par exemple je fais tout simplement, je bouge un peu ma caméra, je me mets comme ça, je remonte un petit peu la caméra, vous voyez que là la zone du parquet représente beaucoup moins. Finalement, ça va représenter peut-être 15% en fait de l'image finale. 15%, là, je vais peut-être passer de 22 minutes à 12 minutes. Donc c'est un impact non négligeable. Comment placer sa caméra et aussi surtout combien de pixels avec de la brillance vont se retrouver ici donc dans ma scène. Donc là, vous voyez que j'ai mis 750 et ça va me permettre d'avoir une très bonne brillance. Okay, voilà, donc ça c'est le piège à éviter sur Arclantis 6. Comment travailler avec la brillance des matériaux sur ces rendus. Il faut faire très attention à ça. Voilà. Ensuite, autre matériau intéressant, c'est le verre sablé. Donc là, pareil, je vais vous montrer donc ici un rendu d'intérieur.
Donc j'ai un rendu où j'ai effectivement une table ici avec du verre. Et ce verre-là, c'est un verre sablé. Donc quand je clique dessus, il a déjà des paramètres que j'ai moi pré-réglés. Alors, on va bientôt retravailler les paramètres par défaut des médias standards. Ça, c'est une notion très importante. C'est qu'effectivement, comme on avait un catalogue Artlantis 5 et 6 qui était commun, on n'a pas pu retravailler par standard en fait les matériaux pour la version 6. Ça nous a bloqué, malheureusement. Donc ça, mea culpa. Mais aujourd'hui, on va essayer. On a trouvé un moyen de retravailler en fait les paramètres sur la version 6 sur une future mise à jour, et vous aurez donc des paramètres qui seront déjà pré-réglés de manière correcte. Le verre sablé, quand il était réglé pour la version 5, il était totalement différent de ce qu'on avait pour la version 6. Donc encore une fois, sur la version 6, ça va être un vrai verre sablé calculé de manière physique. Ça veut dire que quand je le glisse, vous allez voir qu'ici, je suis en précision de la brillance à 980 et j'ai 1000 en brillance. Quand je le glisse, je vais avoir 500 et 100. Chose qui n'a strictement rien à voir. Donc ça, c'est les paramètres de la version 5 que vous voyez à l'écran. Moi, je vais vous montrer comment on règle un verre sablé. Donc là, par exemple, j'ai simulé une table, vous voyez, avec une couche ici de verre classique. Donc j'ai une partie verre classique avec des réflexions nettes, donc on voit bien les reflets nets. Et en dessous, j'ai donc vraiment la partie verre sablé avec vraiment donc ce flou de la transparence. Donc la verre sablé, en fait, c'est juste en fait un flou dans la transparence. C'est la même chose qu'un parquet où là, vous voyez, donc j'ai ma brillance à 750 sur le parquet pour la réflexion. Ben, je vais avoir une brillance à régler pour la réfraction. La réfraction, c'est la transparence. La réflexion, c'est la réflexion, tout simplement. Okay, donc la réfraction, vous allez devoir la paramétrer. Et c'est ce qui va vous permettre d'ailleurs de régler, je vais vous montrer, voilà, sans la réflexion, voilà, donc juste la réfraction, c'est ce qui va vous permettre de régler ce flou-là. Et là, il y a une notion très importante, c'est qu'en fait, pour obtenir un flou qui est déjà, vous voyez ici, par exemple, la chaise, on la distingue quasiment plus, elle est déjà très floutée, pareil pour le sol ici. Ben, ce paramètre très flouté, pour avoir une brillance très floutée au niveau de la réfraction, il ne faut pas descendre à 100. Effectivement, quand je suis à 100 au niveau de la précision de la brillance ici, je vais avoir un flou qui va être très très marqué. Alors je vais juste vous enlever toute la réflexion. Hop, luminosité 0. Voilà, donc là je suis full noir. Donc j'ai plus de réflexion, là j'ai juste en fait de la réfraction. Quand je vais faire ici donc affiner, il va me calculer tout ça et en fait il va perdre plein de temps, énormément de temps ici sur la partie vert sablé. Parce qu'en fait j'ai mis une précision de brillance à 100 qui est complètement inutile en fait pour mon rendu final pour obtenir un flou. Là j'aurai quelque chose de totalement irréaliste parce que ça sera énormément flouté et c'est pas du tout représentatif de ce que donne un vert sablé. Pour obtenir un flou comme ça qui vous voyez déjà très important, il suffit de régler à 980. Voilà, tout simplement. Quand vous allez régler à 980, vous allez avoir un flou qui va se calculer, mais qui sera beaucoup plus rapide à calculer que si vous aviez mis à 100. Okay, alors, visuellement, regardez par exemple 980 ce que ça va donner. Là, par exemple, vous voyez que sur ce rendu de salle de bain, on m'a souvent posé la question sur ce rendu que j'ai réalisé, qui est une scène SketchUp positionnée dans Artlantis 6 et donc rendu avec Artlantis 6. Ben, pour faire ce verre sablé là, j'ai mis 980. Et vous allez me dire effectivement, ben, la douche là, le pommeau de douche, vous voyez qu'il est complètement en fait flouté. On distingue plus du tout ce qui se passe derrière en fait. Ben, ce flou là, c'est 980 et ce temps de calcul n'a pas été impacté vraiment par du coup le flou de la réfraction. Alors pour parler très clairement, qu'est-ce qui se passe? Imaginez en fait deux personnes qui sont donc à l'opposé chacune d'une vitre. Donc là, j'ai une vitre ici qui est simulée ici le petit carré bleu là, le petit rectangle bleu. Et cette personne-là regarde en fait l'autre personne à travers la vitre. Donc elle regarde, donc son regard est projeté ici sur la vitre. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez mettre un verre sablé, en fait, le verre sablé va calculer en fait une réfraction qui va être calculée à partir d'un angle. Ça veut dire qu'en fait, on va flouter la transparence. Et la réfraction, donc la brillance de la réfraction, c'est tout simplement en fait cet angle-là. Ça veut dire que ce qui est important pour donner un flou, un effet de flou, c'est quel angle je vais donner en fait à la réfraction ici, à la transparence. Okay, donc vous voyez, j'essaye de le schématiser très simplement. Ben, en fait, pour obtenir un angle très petit, vous allez mettre 980, ça va faire un angle très petit. Et finalement, en fait, cet angle-là, vous voyez que plus vous vous éloignez, plus ça va flouter parce que plus c'est grand. L'angle, après, vous voyez, c'est énormissime en termes d'écart. Au début, en fait, plus l'objet est proche, plus je vais être net. Et plus je m'éloigne, plus je vais être flouté. C'est pour ça qu'en fait, quand vous mettez une brillance pour le verre sablé qui finalement est très basse, vous vous attendez et vous vous dites, je vais avoir un flou qui va pas être très marqué, un petit peu comme la réflexion. Mais finalement, ça marche pas comme la réflexion, parce que là, on a une notion de distance aussi, qui est très importante. La distance après le verre. Okay, cette personne-là regarde le verre, peu importe la distance, ce qui est important, c'est la distance à partir de ce verre sablé avec les objets qui se trouvent après. Plus l'objet est proche du verre sablé, plus il apparaîtra net. Plus il est loin, plus il apparaîtra flouté. Et donc souvent, vous allez avoir des objets qui sont pas proches, ils sont à 1 mètre.
Pour avoir un objet qui est à 1 mètre, avoir un flou qui est très correct pour un verre sablé et un temps de calcul qui est très correct, il faudra tout simplement donc paramétrer votre verre sablé avec quelque chose proche de 1000. 980 suffira amplement. Voilà pour le verre sablé. Dernière partie de ma présentation de ce petit workshop, donc des paramètres à régler pour Atlantis 6, la partie du néon. Alors le néon était un paramètre extrêmement important, je dirais même crucial, et voire problématique sur les anciennes versions d'Atlantis. Sur ce nouveau moteur, le néon, alléluia, c'est beaucoup plus simple, il est beaucoup moins impactant. Pourquoi? Parce qu'en fait le néon aujourd'hui, quand vous mettez un néon, c'est entre guillemets comme une lumière artificielle. Donc en termes de calcul, en termes de précision et ainsi de suite, vous n'aurez pas de différence entre mettre une lumière artificielle avec un angle à 180 degrés ou à 360 par exemple ici et éclairer la scène. Si vous mettez un cube ici comme je l'ai fait et que vous mettez du néon dessus, vous aurez en termes de entre guillemets de performance les mêmes performances. Vous n'aurez pas de différence notable. Vous n'allez pas passer avec un calcul une lumière artificielle qui prend peut-être par exemple 3 minutes à un calcul avec du néon qui va prendre 2 heures. Ok, donc on n'a plus cette problématique-là. Par contre, on va avoir une autre problématique. Quand vous choisissez ici, hop, je reviens ici sur néon, tac. Quand vous choisissez ici donc de mettre un cube, c'est bien, vous mettez un cube, vous dites voilà, il éclaire en lumens, ok, donc il éclaire à 1200 lumens par exemple ici. Ce cube-là éclaire, vous n'aurez pas de différence notable avec la possibilité de mettre une lumière artificielle, ok. Donc c'est exactement la même technologie entre les deux. C'est pour ça que les deux fonctionnent en lumens. La différence qui pourra se poser en termes de performance pour Atlantis dans le cadre du néon, pensez-le bien, c'est juste la géométrie qui va émettre de la lumière. Ça veut dire, il va y avoir une différence entre un cube qui émet de la lumière et une statue qui émet de la lumière. J'ai souvent vu le cas, là j'ai un cube, une statue, par exemple un personnage, j'ai mis un personnage 3D et j'ai mis du néon dessus. Voilà, ce personnage-là va émettre de la lumière. Vous voyez qu'ici j'ai un rendu qui va prendre 5 minutes 52, alors que là il prenait 3 minutes 56. Donc j'ai en gros 1 minute de plus. 1 minute de plus sur un calcul rapide comme ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de données ici dans l'espace, effectivement ça paraît pas énorme. Mais si je suis sur un intérieur et par exemple j'ai juste un intérieur éclairé par une ampoule, ok, ça marche, l'ampoule elle fait, c'est une simple sphère avec 12 triangles par exemple, ça va, il n'y a pas de souci, hein, c'est une toute petite sphère très, très facettée, ça sera calculé rapidement. Si vous mettez la même sphère et que cette sphère-là, elle contient 2000 polygones, les 2000 polygones vont devoir émettre de la lumière, ça prendra beaucoup plus de temps à calculer que la simple petite sphère qui prenait que 24 triangles, ok, 24 polygones. Donc il faut faire très attention à ça. Quand vous mettez du néon sur une géométrie, faites attention que cette géométrie ne soit pas trop détaillée. Plus elle est détaillée, plus vous prenez de temps de calcul, parce qu'en fait, on va générer en fait un lancer de rayons par polygone qui sera quasiment identique entre chaque objet. Et forcément, si vous avez beaucoup de polygones, vous lancez beaucoup plus de rayons. Voilà. Donc c'est mathématique. Plus il y a de polygones, plus ça prend de temps de calcul. Okay, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on dessine en 3D une enseigne ou quelque chose qui doit émettre de la lumière, ou une ampoule, cette ampoule ne doit pas être très détaillée. De toute façon, vous voyez que comme elle émet de la lumière, elle devient blanche, donc forcément, vous ne la distinguez pas vraiment. L'autre point très important que je voulais aborder, je regardais ce rendu que j'ai fait aussi, pareil, SenseSketchup basculé dans Atlantis et habillé dans Atlantis. En fait, ce rendu-là n'a pas du tout d'héliodon. Aucun. J'ai éclairé toute la scène avec du néon. Ça veut dire que là-bas, j'ai une ampoule avec du néon. Là, ici, à l'intérieur, j'ai une ampoule avec du néon. Le petit logo ici, Apple, c'est du néon. Et à gauche, là, la lumière que vous distinguez, en fait, c'est tout simplement ce qu'on appelle une vitre néon, donc le verre lumineux qui a été positionné sur la vitre. Il y a une notion très importante dans Atlantis 6 qu'il faut savoir. Quand vous modélisez une vitre, souvent, vous allez avoir tendance à mettre de l'épaisseur. Pour ce rendu-là, si vous regardez bien, il n'y a pas de grain. C'est un rendu de très très bonne qualité. Je le trouve génial parce que c'est vrai que la lumière, elle est très naturelle finalement. Donc ça, c'est l'avantage d'utiliser des lumières un peu néon. On peut éclairer ces scènes de manière un peu irréaliste, certes, parce qu'il n'y a pas d'héliodon, mais ça donne quelque chose d'assez doux visuellement. Quand vous modélisez une glace, vous allez avoir tendance à mettre de l'épaisseur. Et vous allez mettre du verre lumineux dessus. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce verre lumineux-là, il va éclairer sur toute la surface où il est. Ça veut dire que si vous mettez du verre lumineux ici à l'intérieur, quand vous allez mettre votre caméra à l'intérieur, il va émettre de la lumière ici vers l'intérieur. Il va émettre de la lumière aussi vers l'extérieur, parce que de l'autre côté ici, sur l'autre partie de l'épaisseur de ce verre-là, c'est le même matériau. Ok, je vous rappelle, on fonctionne dans Atlantis en surface. Ça veut dire que de chaque côté, vous allez envoyer, de chaque côté de la face, vous allez envoyer effectivement de la lumière. Plus, une chose qu'on oublie aussi, c'est que sur la partie intérieure là, dans l'épaisseur, j'ai un polygone, le polygone il est de chaque côté. Il va éclairer aussi dans l'intérieur ici, dans l'épaisseur. Ça veut dire qu'en fait, quand vous allez mettre ici une lumière du verre lumineux sur une épaisseur,
vous allez perdre 50% des rayons qui vont se disperser vers l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a 50% de lumière en moins qui va rentrer dans la pièce. Et là, ça va être problématique parce que ça va vous causer du grain. Donc, la première chose à faire, si vous avez modélisé une épaisseur, c'est dans Arclantis de dire tout simplement, je reviens rapidement, par exemple sur Ambient Occlusion là. Quand j'ai une surface vitrée comme ça, c'est d'aller dans Shader, de prendre l'outil de sélection, de sélectionner en fait très simplement ici juste le plan, donc pas l'épaisseur mais juste le plan avec l'outil triangle là. J'ai sélectionné ce polygone là et j'en fais une nouvelle matière. Quand je vais en faire une nouvelle matière et que je vais basculer, je vais avoir d'un côté un vert normal, d'un côté un vert lumineux. L'avantage c'est que le vert lumineux, il va envoyer 50% de lumière en plus vers l'intérieur. Donc je vais avoir 50% de chance de plus d'éviter du grain dans l'intérieur. Okay, ça va éviter que les rayons de lumière se dispersent. Et ça, si vous restez dans cette optique-là, dans l'optique je mets du vert lumineux de chaque côté, ça va émettre de la lumière à l'extérieur qui ne se verra pas parce que la lumière du soleil sera beaucoup plus forte. Mais en contrepartie, je vais avoir une baisse de performance aussi parce que la lumière qui va devoir être calculée à l'extérieur, je vais devoir les calculer. Tous les rayons qui vont partir vers l'extérieur seront calculables. Okay, là, je gagne du temps. Donc là, n'oubliez pas ça. Quand vous utilisez du vert lumineux, il faut l'utiliser obligatoirement sur un polygone sans épaisseur. Aucune épaisseur quoi qu'il arrive. Voire le must, c'est carrément d'enlever l'épaisseur, si vous pouvez le faire aussi, si vous êtes sûr que vous allez éclairer votre scène qu'avec du néon, vous mettez un plan, vous ne modélisez plus d'épaisseur et dans ces cas-là, vous n'avez plus de problème. Il va émettre des deux côtés, mais il n'y aura plus d'épaisseur pour que les rayons se perdent dedans, parce que là, quand vous laissez l'épaisseur, les rayons se perdent quand même dedans. Okay, donc ça prend du temps de calcul, en fait, de calculer des rayons qui sont calculés dans une épaisseur. Voilà, donc faut pas hésiter vraiment à donc ne pas modéliser d'épaisseur. Voilà, écoutez, j'en ai terminé donc avec ce workshop Arclantis 6 sur les paramètres très importants de ce nouveau moteur. Je vous remercie d'y avoir assisté. Et puis je vous dis rendez-vous donc sur bien sûr le Facebook Arclantis ou éventuellement le groupe Arclantis sur Facebook si vous voulez. Vous allez avoir aussi éventuellement bien sûr le forum Arclantis sur arclantis.com. N'hésitez pas à vous rendre dessus. Encore une fois, donc je vous remercie d'avoir assisté à ce workshop. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et je vous dis au revoir et à bientôt.